catégorie B décalée. Bien le bonjour à vous mes très chers Lyoko-fans, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bons réveillons de Noël et du Nouvel An. C'est important de se retrouver en famille autour d'un bon repas. Et d'ailleurs, je vous souhaite à tous une superbe année 2024. Et ouais, ça y est, 2023 est terminé. On recommence donc une nouvelle année sur les chapeaux de roue avec une toute nouvelle vidéo et comme c'est devenu une tradition depuis 2 ou 3 ans sur la chaîne, on va ouvrir cette année 2024 avec encore une fois une nouvelle analyse d'épisodes. Et cette fois-ci, l'heureux élu est l'épisode 75, Corps Céleste. Bien, pour commencer cette analyse, Corps Céleste est un épisode de la saison 4, oui encore, qui est intéressant de par sa construction, mais surtout parce qu'il se situe entre deux événements cruciaux de la saison. Tout d'abord, la création du Skid et l'exploration du réseau, et l'invention du procédé de translation. L'épisode suit donc plus ou moins le fil rouge de ces deux intrigues, même s'il y aura quand même un petit retour aux sources avec une tour activée par Xana et une attaque terrestre. Attaque qui est d'ailleurs, disons-le, méga over-cheatée, clairement, puisque ce cher Xana a pris le contrôle d'une comète afin de la faire s'écraser sur Terre, ouais, rien que ça. Et là, contre ça, à moins d'un miracle, tu peux rien faire. En d'autres termes, c'est la fin du monde, puisque même si Aelita parvient à désactiver la tour, ça n'empêchera pas la comète de s'écraser. Xana est donc sûre de gagner. On va tous mourir! On va tous mourir! Ouais, en gros, c'est l'idée. De plus, avec cette attaque, il ferait d'une pierre deux coups, puisque non seulement il raserait l'humanité entière, avec Yumi et Jérémy qui eux sont restés sur Terre, mais en plus les trois autres héros qui eux se trouvent sur Lyoko à ce moment-là, c'est-à-dire Ulrich, Odd et Aelita, ils seront piégés à tout jamais dans le supercalculateur. Et à partir de là, Xana régnerait en maître sur le monde et voilà, terminé. Bref, cette attaque ultra sophistiquée est parfaite sur tous les points. Et d'ailleurs, pour l'occasion, on a le droit à des super décors de l'espace, de la planète Terre, des satellites, c'est vraiment très beau. Mais malheureusement, ce sont des plans qui seront réutilisés abusivement dans l'épisode. Ah oui, là clairement, ils se sont pas fait chier. Tous les plans de l'espace avec la météorite, ce sont tout le temps les mêmes. En plus, on a une France qui fait la taille d'un continent, y a rien qui va quoi. Mais ce qui est surtout frappant dans cet épisode par rapport au précédent et même au suivant, c'est qu'il manque cruellement d'action, aussi bien sur Terre que sur Lyoko. Eh ouais, pas de course-poursuite épique, pas de Xanatifié qui lance des beaux éclairs, on n'a pas non plus de grandes traques dans le réseau, pas de combat époustouflant contre William. Et non, rien de tout ça. Comme si les producteurs de la série voulaient économiser au maximum les décors et le nombre d'animations compliquées. Je sais pas, je me pose beaucoup de questions. Est-ce purement un choix scénaristique, avec l'optique de faire un épisode construit différemment, ou bien tout ça est en fait révélateur d'un gros manque de budget, ce qui est carrément possible à ce moment-là, vu que la fin de saison 4 a été bâclée en partie pour cette raison-là. Bon, à la rigueur, c'est pas trop grave, puisque ce manque d'action est largement compensé par cette tension constante tout au long de l'épisode. On est sur une bonne grosse ambiance de stress tout au long. Et c'est en partie grâce à l'attaque de Xana qui à elle-même suffit pour faire le job. Et oui, savoir que dans peu de temps une météorite va s'écraser sur Terre et faire disparaître l'humanité, ça fait flipper. Et nos héros savent pertinemment qu'ils ont très peu de temps pour agir. Et donc là déjà on a cette notion de temps limité, de compte à rebours. Mais ce n'est pas tout puisqu'on a aussi la journaliste télé qui va nous expliquer calmement ce qui se passerait si la météorite était amenée à s'écraser sur Terre. Les séismes et les tsunamis raseraient la plupart des grandes capitales de notre planète. Victime d'un nuage de particules, la Terre plongerait dans une nuit permanente pour au moins 2 siècles. Au final, ce serait l'extinction de la flore et de la faune et de l'espèce humaine. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Ouais, c'est super rassurant tout ça, dites-moi. Et ce discours-là, justement, il va venir encore plus appuyer le côté dramatique. On va insister sur l'aspect apocalyptique. Et ce sont donc tous ces éléments-là qui vont favoriser cette ambiance étrange. Mais fort heureusement, il n'y a pas que du sérieux non plus. On a aussi beaucoup d'humour et de gags pour venir contrebalancer tout ça. Par exemple, on a déjà la partie terrestre avec Yumi et les personnages secondaires. La petite sous-intrigue là des travaux pratiques avec les 6e. Qui, j'avoue, pour moi n'était pas très intéressante, mais qui a eu quand même le mérite de me faire rigoler à plusieurs reprises. Voici quelques petits exemples qui m'ont bien fait marrer. Concernant les piquets, j'attire votre attention sur un aspect technique important. Ils sont munis de 2 extrémités. Une est taillée en biseau. C'est celle-ci qui doit être plantée dans le sol. Ne les maniez pas à l'envers. Vous pourriez vous blesser en appuyant sur la pointe.
Ça va, faut être débile pour se blesser avec un piquet. Ah bon? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Waouh, un feu d'artifice! Y ahora me fui andando con los amarillos hasta hoy. Mais le plus drôle pour moi, ça restera quand même le gros bafouillage de la journaliste télé. Ah bah c'est un incontournable. Rectification. Les observatoires internationaux nous confirment que la comète se porte bien et va bientôt tranquillement s'écraser sur... nulle part. Elle va passer très loin de la Terre. Et de toute façon, on pourra la dégommer avec le satellite qui bien sûr n'existe pas. Tout ceci n'était qu'un poisson d'avril. Bonne journée et adieu. Je veux dire, à ce soir. Ah ouais, alors ça c'est du journalisme pur. La légende raconte qu'après ce JT, elle n'est plus jamais revenue. Mais pas à cause de l'apocalypse, hein. Parce que ses patrons l'ont virée comme une vieille merde. Ah oui, puis j'ai aussi bien aimé la petite vanne de Jim. C'est que ça risque de vous paraître fou, mais une météorite va s'écraser pile là où on se trouve. Dis donc, Ishiyama, t'aurais pas un peu trop forcé sur les sushis hier soir? Ok, bon, voyons les commentaires, parce qu'à mon avis, je pense que cette blague n'est pas passée auprès des téléspectateurs. 05, super raciste. Dis donc Ishiyama, t'aurais pas un peu trop forcé sur les sushis? T'aurais pas un peu forcé sur les sushis? PTDR, mais Jim est un enfoiré de raciste, j'adore. 05, dis donc Ishiyama, t'aurais pas un peu trop forcé sur les sushis hier soir? Mais c'est complètement raciste ce qu'il a dit. Dis donc Ishiyama, t'aurais pas un peu trop forcé sur les sushis hier soir? PTDR, mais quel enfoiré de raciste ce Jim. 10-05, dis donc Ishiyama, t'aurais pas un peu trop forcé sur les sushis hier soir? C'est raciste. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Faudrait que certains pensent à rouvrir un Dicon ces 4 matins. Parce que le mot racisme est employé à tout bout de champ par tout le monde, sans que personne n'en sache réellement la définition. Et ça m'énerve. Enfin bref, on va pas polémiquer sur le sujet. Et on continue avec les moments drôles de l'épisode, puisqu'il y en a aussi sur Lyoko. C'est chaud. Non, c'est le deuxième. Ça va mal, on n'arrivera jamais à passer. Faut jamais dire jamais. Ah là là, mais que serait Code Lyoko sans Odd et ses blagues moisies? C'est bien, ça met un peu de fraîcheur à la situation qui n'en reste pas moins catastrophique, puisque nos héros se font dominer du début à la fin par Xana. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que pour une fois, Odd et Ulrich, qui sont censés être les deux meilleurs guerriers quand même, ne sont pas du tout combatifs. C'est même tout le contraire, ils n'ont fait que défendre, se replier, fuir, en bref, ils ont fait leur Aelita quoi. Et ce comportement ne leur ressemble pas du tout. Pire même, il semblerait que cette fois-ci, ils aient eu peur de William et de 3 pauvres tarentules, alors qu'ils ont réussi à les vaincre plus d'une fois. Bon, Ulrich a quand même tenté une petite approche offensive au début, mais bon, il a vite été calmé. Super sprint. Ah ouais, là je crois qu'il a compris la leçon. D'ailleurs, les tarentules étaient tellement efficaces que William n'a même pas eu besoin d'intervenir pour une fois. Quant à la partie terrestre, eh bien la situation n'est pas meilleure, puisque Jérémy ne parviendra pas à reprendre le contrôle du satellite, Xana l'ayant repéré. Pour la première fois, nos héros ne savent plus quoi faire pour contrer Xana. Ils semblent complètement dépassés et commencent même à accepter leur défaite. J'y arriverai pas. Xana est un programme parfait et je suis pas une machine, moi. C'est pas, on est fichu. Mais alors que tout semblait perdu, retournement de situation. Pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Je force Xana à choisir. Et oui, étant très observatrice depuis le début du combat, Aelita a très bien compris que si les tarentules ne la visaient pas, c'est parce que Xana a besoin d'elle. Et si elle retourne sur Terre, ben elle crève. Et ça, elle sait très bien que son ennemi ne peut pas se le permettre. Par conséquent, elle décide donc de lui poser un ultimatum. C'est elle ou son attaque overcheatée. Mais concernant la réponse, bah si Xana avait été logique, ça aurait donné ça. Alors, tu choisis quoi, William? Mettre la main sur moi ou maintenir ton attaque trop parfaite? Évidemment que je maintiens mon attaque. Je ne suis pas stupide. Hein? Dites au revoir à votre chère planète dans 3, 2, 1...
ce qui se serait passé si Xana n'avait pas cédé au chantage d'Aelita. Il aurait été gagnant sur tous les tableaux, mais bon, le scénario en a décidé autrement. Et oui, vous voyez, la série ne peut pas se terminer comme ça au bout de 75 épisodes sur une victoire de Xana et de façon brutale en plus. Donc il fallait bien qu'il fasse un choix merdique pour pouvoir continuer la série. C'est pour cette raison qu'il préférera abandonner son attaque, jugeant que la priorité numéro 1 est de mettre la main sur Aelita pour ensuite, on le sait, la plonger dans la mer numérique et éliminer son père Franz Hopper. Même si ça, à ce stade de la série, on ne le sait pas encore. Et oui, il faudra attendre l'épisode 82 pour le savoir. Sauf que ce crétin de Xana se fait doublement rouler, puisqu'Aelita fait en sorte de retourner volontairement sur Terre afin d'échapper à William. L'humanité est donc sauvée et Aelita est en sécurité. Les Lyoko guerriers ont donc gagné sur tous les fronts. Alors personnellement, j'ai trouvé cette solution plutôt bien trouvée, puisqu'elle est originale premièrement, sauf que le problème c'est que dans le fond, cet ultimatum était complètement débile. Enfin surtout le choix de Xana, puisqu'il a préféré avoir une chance de mettre la main sur son pire ennemi, à savoir Franz Hopper, pour pouvoir le détruire, plutôt que d'exterminer l'humanité. Et ça c'est pas logique, puisque de toute façon si la Terre avait été détruite, Franz Hopper n'aurait rien pu faire contre ça. Hein, c'est pas Dieu le Père non plus, il aurait pas recréé la Terre. Bah ouais, mais à un moment donné, faut arrêter avec cette facilité scénaristique. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ça dans la saison 4. Parce que plusieurs fois, il aurait eu l'opportunité de gagner, sauf qu'il y a ce problème-là. Voilà, il faut d'abord éradiquer Franz Hopper avant de détruire tout le monde. Du coup, si on réfléchit bien, elle aurait pu aller désactiver la tour no problemo, puisque les tarentules ne l'auraient de toute façon pas visée. Ce n'était pas dans l'intérêt de Xana de la dévirtualiser, en sachant qu'une météorite allait éradiquer l'humanité. Donc admettons même que les tarentules l'auraient dévirtualisée, et bien Xana aurait quand même été obligée d'annuler son attaque finalement. Donc au final, il n'y avait pas besoin de recourir à ce stratagème pour empêcher la catastrophe. Bon, et puis sinon je passe rapidement sur ces deux Gugus d'Hiroki et Johnny là, avec leur future carrière de cambrioleurs. Et oui, parce que maintenant ils ont la capacité de crocheter toutes les portes avec leurs petits gadgets à la con. Alors c'est mal, il ne faut pas faire ça, ils le savent très bien. Mais eux, ils ont l'air plutôt contents, ils sont fiers. Ils se permettent même de frimer devant Yumi. Nous, on sait ouvrir la lalère. Arrête de raconter n'importe quoi, Hiroki. Si on te le dit, c'est vrai, on sait ouvrir toutes les portes. Eh bien d'accord. Non mais regardez-moi sa tête à lui, il se prend trop pour un thug life. Alors je veux bien, mais par contre le Hiroki qui dit encore l'air à 11 ans, ouais, là tout d'un coup ils paraissent moins impressionnants les gamins. Pour la crédibilité là c'est zéro. Les terreurs des bacs à sable quoi. Bon après je rigole mais n'empêche que leur machin ça fonctionne. Et ça ne plaît pas trop à Yumi d'ailleurs. En fait il est plutôt habile de ses mains quand il veut. C'est bien ce qui m'inquiète. Hein, pourquoi ? Parce qu'à présent, ça ne sert plus à rien de fermer la porte de ma chambre à clé. Son inquiétude est plutôt légitime puisque maintenant, elle n'aura plus d'intimité chez elle. Comme il peut ouvrir toutes les portes, ça veut dire qu'il pourra rentrer dans la salle de bain quand elle est à poil en train de se doucher. Ouais, c'est un petit pervers lui en fait. Bref, voilà, maintenant qu'on a fait le tour de l'épisode, vous savez ce qui arrive ensuite, le bilan. Bien, pour conclure, même si cet épisode 75 Corps Céleste est plutôt basique en soi, avec un schéma scénaristique style saison 1 avec une tour à désactiver et une attaque terrestre à stopper, eh bien je l'ai quand même trouvé hyper intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce que sa construction n'est pas du tout la même, puisque pour une fois on a un épisode dépourvu d'action. Pourtant, c'est ce qui fait en général la force de Code Lyoko. Et ce qui est bien de constater là-dedans, c'est que voilà, on n'a pas toujours besoin de ce critère-là pour faire fonctionner un épisode. Là, il y a eu un petit peu plus de réflexion, de tension. Et c'est ça finalement qui a apporté de l'originalité à cet épisode. Et oui, modifier un petit peu la recette, des fois, c'est pas si mal. Mais le plus original, c'est bien évidemment la solution apportée au problème en fin d'épisode. Puisque cette fois-ci, et c'est l'unique fois où ça arrivera dans la série, Aelita n'a pas réussi à désactiver la tour. Et ça c'est important de le souligner puisque même si cette histoire d'ultimatum et de choix là, c'était un petit peu bancal et incohérent, eh bien ça a quand même permis de nous donner quelques éléments de réponse sur une question fondamentale, que l'on s'est tous déjà posé au moins une fois, c'est obligé. Qu'est-ce qui se passerait le jour où Aelita ne parviendrait pas à désactiver une tour? Quelles seront les conséquences de l'échec de cette mission principale? Et si cela arrive, y aurait-il un plan B? D'autres solutions envisageables? Eh bien, en l'occurrence, la réponse est oui. Mais après, je pense que ça dépend des situations aussi.
Là, si ça a marché, c'est uniquement parce que Xana avait besoin d'Aelita vivante. Ah oui, il nous aurait fait la même en saison 1, ça n'aurait pas aussi bien fini. La même attaque, le même ultimatum, c'est bye bye les Lyoko guerriers, hein. Première saison terminée, fin de série. Et c'est justement pour ça que finalement on constate que les motivations de Xana dans cette saison sont plutôt stupides. Eh ouais, perso, j'ai jamais compris ce concept. Je préfère me débarrasser de Hopper plutôt que de l'humanité. Ça n'a aucun sens. C'est même plutôt très incohérent. Mais bon, mis à part ce gros point noir, le reste était vraiment très bien. L'attaque de Xana était géniale, c'était même l'une des meilleures de la série. L'ambiance était superbe, les petites touches d'humour bien placées au bon moment. Bon, l'intrigue terrestre avec Yumi n'était pas indispensable. D'ailleurs, de mon point de vue, c'était juste un prétexte pour la faire apparaître dans l'épisode, hein, puisque de toute façon, l'intrigue principale était concentrée sur Jérémy, Ulrich, Odd et Aelita, donc Yumi, fallait bien trouver un moyen de la faire participer un peu. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que pour une fois, dans la petite arche terrestre là, on a mis un peu plus en avant les personnages secondaires, notamment Hiroki et Johnny qui avaient pour rôle finalement de l'aider dans sa mission. Même si ça n'a pas marché, mais bon, ça c'est une autre histoire. D'ailleurs à ce propos, j'en ai pas parlé parce que j'en ai pas eu l'occasion, mais je me suis fait une petite réflexion, puisqu'à un moment donné dans l'épisode, Yumi était censée rejoindre le labo pour se virtualiser sur Lyoko. Sauf qu'elle a refusé pour essayer de protéger son frère sur Terre. Et justement, je me dis que si elle avait décidé de plonger sur Lyoko, la situation aurait peut-être été différente. Bah oui, à 4 Lyoko guerriers face à William et 2 tarentules, la donne aurait peut-être pas été la même. Enfin après, peut-être que je me trompe, peut-être que ça n'aurait rien changé. Puisqu'au final, il aurait juste fallu que Odd et Ulrich ne soient pas contaminés par cette maladie incurable qu'est le mode cruche. Comme quoi, ce n'est pas spécifique à Aelita. Mais bon, malgré tout, ça reste un très bon épisode et je lui donne la note de 13,5 sur 20. Bon, et bien voilà mes chers Lyoko fans, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite analyse vous aura plu. Et alors pour la prochaine vidéo, petit spoil, ça sera mon premier épisode de la saison fictive que j'ai inventé en bande dessinée, vous vous souvenez? Donc l'épisode sera adapté en petit dessin animé avec Gacha Life et Gacha Club. Pour moi ça va être un énorme challenge, parce que j'ai jamais fait ça. Mais je vais faire tout mon possible pour que ce soit fidèle à la série au maximum. Donc il y aura les vraies musiques d'ambiance, les bruitages, les vrais décors. Et concernant le doublage, j'avais l'idée au début de vous faire participer, mais je pense que ce sera un peu compliqué de mettre ça en place, à moins que vous vous sentez prêt à essayer quand même, mais sinon je ferai ça avec ma voix. Alors je vous préviens tout de suite, hein, évidemment ce qui m'attend c'est un travail colossal, donc ne vous attendez pas à ce que cette vidéo sorte dans un mois. Là on va être plus sur du 3-4 mois. Alors je sais, c'est long et c'est chiant, mais malheureusement je ne peux pas faire autrement. Voilà pour les news mes chers Lyoko fans. Allez, prenez soin de vous comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine.